Chaque année, dans le monde, plus de 60 millions de tonnes de rails sont produites. C'est plus de 4 millions de kilomètres d'acier qui s'étendent à travers les continents. Mais que diriez-vous si on vous disait que chaque rail est le résultat d'un rituel de feu, d'acier et de chimie, où même une seule molécule de trop peut tout faire échouer? Des températures plus élevées que la lave d'un volcan, un polissage précis au dixième de millimètre près, une soudure plus chaude que le magma. Ce n'est pas juste du métal, c'est le fondement de la vitesse, de la fiabilité et d'un grand secret. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qui se cache à l'intérieur de chaque rail. Et pourquoi cette connaissance n'est pas à la portée de tous. D'abord, il faut créer le bon alliage d'acier. On charge dans le haut fourneau de la ferraille, du minerai de fer, du coke et du calcaire, les matières premières qui se transformeront en futurs rails. La température dans le haut fourneau atteint plus de 1500 degrés. Sous cette chaleur infernale, le métal devient liquide, prenant la couleur d'un soleil incandescent. Les ouvriers surveillent attentivement la composition. Même un dixième de % de carbone en trop peut rendre le rail cassant ou trop mou. Après la fusion, l'acier en fusion est coulé dans des moules, des lingotières métalliques qui forment des blocs rectangulaires, appelés lingots ou brames. Ils ne ressemblent pas encore à un rail. Ce sont juste des barres de plusieurs mètres de long et de plus de 30 cm de large. Après la coulée, chaque ébauche refroidit, mais pas complètement. On la garde chaude pour réduire les contraintes pendant le laminage. Cette étape est la base de tout. Si l'acier est de mauvaise qualité, même un laminage parfait ne sauvera pas la situation. Le contrôle ici est donc quasi rituel. Les chimistes vérifient la composition. Les métallurgistes contrôlent la température. Des capteurs automatiques enregistrent l'uniformité du refroidissement. Et seulement lorsque tous les paramètres coïncident, l'ébauche est envoyée plus loin, dans la fournaise ardente de l'atelier de laminage. Dans l'atelier de laminage, des barres massives, pouvant atteindre 20 mètres de long, sont chauffées dans des fours à plus de 1200 degrés Celsius. Le métal devient plastique, comme de la pâte, mais conserve sa densité et sa résistance. L'ébauche chaude est immédiatement envoyée dans des laminoirs réversibles. Ce sont d'énormes machines avec de lourds cylindres. Elles y passent plusieurs fois, d'abord pour réduire l'épaisseur, puis pour lui donner la bonne forme. Chaque passage est une compression et un étirement du métal, qui se transforme progressivement d'une simple barre en un futur rail au profil complexe, avec un champignon, la tête, une âme, le cou, et un patin, la base. Pour obtenir une géométrie précise, on utilise un laminage de finition appelé calibrage. C'est comme une finition de la forme, où les tolérances ne dépassent pas 3/10 de millimètre. Juste après le laminage, les rails encore chauds subissent un processus de refroidissement. On les souffle uniformément avec de l'air, ou on les laisse refroidir à l'air libre. Il est crucial que le refroidissement soit symétrique, sinon le métal pourrait se déformer. Pour assurer un trajet fluide et sans choc à grande vitesse, les rails individuels sont soudés en longues sections, jusqu'à 400 mètres sans aucun joint. La méthode principale est la soudure par aluminothermie. Dans un moule spécial, on laisse un espace de quelques millimètres entre deux rails. On y verse un mélange d'acier en fusion, obtenu par la réaction de poudre d'aluminium avec de l'oxyde de fer. La température atteint jusqu'à 2500 degrés. Ce métal en fusion pénètre dans les deux parties du rail et enveloppe la zone de jonction. Quand il se solidifie, il forme une liaison monolithique, plus solide que le rail lui-même. Ensuite, l'excès de métal est à couper et la zone de soudure est polie pour obtenir un niveau parfait, sans la moindre saillie.
Chaque joint est contrôlé par ultrasons ou par courant de Foucault pour s'assurer qu'il ne reste aucune microfissure cachée. Ces longs rails sont plus faciles à transporter qu'il n'y paraît. On les enroule sur des tourèbes spéciaux ou on les transporte sur des wagons à plateforme pivotante. Et une fois sur le chantier, les sections sont à nouveau assemblées, cette fois par soudure ou à l'aide de joints boulonnés spéciaux. Le résultat, un fil de rail qui s'étend sur des kilomètres, sans le moindre clic-clac. Ce même glissement silencieux que nous tenons pour acquis dans les trains à grande vitesse. Mais d'abord, après le laminage et la soudure, les rails sont encore vivants. Des contraintes résiduelles demeurent à l'intérieur du métal et la structure des grains doit être stabilisée. C'est là qu'intervient le traitement thermique, qui confère au rail sa résistance, sa durabilité et sa longévité. Et ça ressemble presque à une séance de spa métallurgique. Le rail est rapidement chauffé à haute température, environ 1000 degrés. Cela se fait dans des fours longs de plusieurs dizaines de mètres où la température est contrôlée au degré près. À ce moment, le réseau cristallin de l'acier passe à un nouvel état, l'austénite. Mais le plus important commence après. Le rail est refroidi instantanément. Des jets d'eau à haute pression sont dirigés le long du champignon et de l'âme, précisément la partie sur laquelle roule la roue. La température chute de manière fulgurante et dans la structure du métal se forme la martensite, une phase extrêmement dure et résistante à l'usure. Mais pour éviter la fragilité, le rail est à nouveau chauffé lentement, puis refroidi. Cela équilibre la structure, élimine les contraintes internes excessives et garantit que le rail résistera au gel, à la chaleur et à des milliers de trains par jour. Au final, le métal conserve sa forme et supporte une pression de plusieurs dizaines de tonnes par pouce carré sans se déformer. Avant que le rail ne prenne la route, il subit toute une série de tests rigoureux, comme s'il postulait pour rejoindre l'armée des transports à grande vitesse. Dans des laboratoires spécialisés, on vérifie sa résistance, sa dureté, sa géométrie et ses défauts internes. D'abord, le contrôle par ultrasons. On envoie des ondes à haute fréquence dans le rail. S'il y a une micro-fissure ou une cavité à l'intérieur, le signal est réfléchi et révèle le problème. Ensuite, la mesure de la dureté sur toute la longueur, pour s'assurer que le traitement thermique a été uniforme. En parallèle, on vérifie la rectitude et le profil. Des capteurs laser scannent chaque pouce, détectant même les plus légères déformations qui pourraient causer des vibrations ou de l'usure. Et pour finir, les tests de flexion et de choc. Un fragment de rail est soumis à une pression des dizaines de fois supérieure au poids d'un train, pour s'assurer qu'il relèvera tous les défis sur son parcours. Quand le rail a passé avec succès tous les tests, vient le moment du voyage le plus responsable, vers le site de pose. Mais comment transporter ces gigantesques bandes de métal, longues de plus de 90 mètres? Les camions ordinaires n'y arriveraient pas. On utilise ici des wagons plateformes spéciaux avec des supports incurvés qui réduisent les contraintes et empêchent le rail de fléchir ou de vibrer pendant le transport. Parfois, les rails sont transportés déjà soudés en sections encore plus longues, de 400 à 600 mètres. Avant la pose, les rails sont chauffés ou refroidis en fonction de la température ambiante. C'est nécessaire pour compenser la dilatation et la contraction thermique du métal. Sinon, par temps chaud, il se déformerait. Et par temps froid, des fissures se formeraient. En pratique, chaque rail est posé en tenant compte de ces changements physiques, généralement à un point de contrainte thermique nul. Imaginez une usine.
grandes comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffés. Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici, on ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place. Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudentent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, plancher, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités. On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers. Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord en fonction du nombre de passagers? Eh bien,
c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes, ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence. L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité. Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain. Chaque année, on démantèle plus de 30 000 vieux locomotives et wagons aux 4 coins du monde. Mais attention, ce n'est pas juste un simple démontage. C'est littéralement une seconde vie pour des milliers de tonnes de métal et des centaines de pièces. Imagine des grues capables de soulever plus de 100 tonnes et des hangars longs d'1 kilomètre ou plus, où des trains attendent leur tour pour être mis en pièces. Le plus fou, le métal récupéré sert à fabriquer de nouvelles voitures, des bâtiments et même de l'électroménager.
Comment ces mastodontes cassés finissent-ils par faire partie de notre quotidien? Regarde jusqu'au bout et découvre tout le processus de l'intérieur. As-tu déjà vu renaître quelque chose qui semblait complètement hors d'usage? Franchement, c'est bluffant! Quand un train ne peut plus transporter ni voyageurs ni marchandises, on l'envoie dans une usine de recyclage spécialisée. Et là, commence le véritable dépouillage. On ne jette pas tout en bloc, on récupère ce qui peut encore servir. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que convoyer un train jusqu'à l'usine de démantèlement, c'est déjà tout un défi. Le moyen le plus répandu, c'est de le charger sur des wagons plateformes spéciaux, de grandes plateformes roulantes tractées par un autre loco. Si le train est trop endommagé pour bouger, on fixe simplement la plateforme à un convoi en état de marche, qui l'emmène directement à la station de recyclage. Si l'endroit de destination est trop éloigné de la ligne de chemin de fer, ou si l'on ne peut pas utiliser le rail, on fait appel à des véhicules de transport spéciaux, capables de supporter tout le train d'un coup. Ces transporteurs sont énormes, dotés de roues surpuissantes pour encaisser le poids colossal de la rame. On utilise parfois des remorques surbaissées pour éviter que le train ne touche le sol. Parfois, quand il est impossible de déplacer la rame entière, on la découpe directement sur place, puis on transporte chaque tronçon séparément. C'est certes plus fastidieux, mais ça évite bien des complications pour convoyer de si grands engins. Locomotives et wagons regorgent de composants, moteurs, transmissions, systèmes électriques et même l'habillage intérieur. Tout ça a de la valeur. Tu savais que les pièces métalliques des trains peuvent être refondues et réutilisées pour fabriquer d'autres infrastructures ferroviaires, voire pour la construction de bâtiments? Mais avant d'en arriver là, il faut tout démonter, du plus gros élément, la caisse ou les roues, aux plus petits détails, comme les lampes ou les tablettes. Les hangars de démantèlement sont souvent immenses, couvrant parfois plusieurs milliers de mètres carrés. Et la machinerie utilisée sur place réclame un vaste espace pour manœuvrer, que ce soit pour soulever une locomotive complète ou de grands tronçons de wagons. Certains sites disposent de hangars, pouvant culminer à 20 mètres de haut, pour accueillir les plus gros wagons et locos, et d'une surface leur permettant de traiter plusieurs trains en même temps. Souvent, il y a aussi de grandes aires extérieures, où les trains attendent leur tour. Ces zones sont recouvertes d'un revêtement spécial pour prévenir la pollution et garantir la sécurité des ouvriers. Imagine, il faut bien une centaine de mètres pour démonter un seul train en toute sécurité. Donc, certains sites s'étendent sur plus d'1 kilomètre de long. Sur place, on trouve des grues ultra puissantes, capables de soulever et de déplacer les plus lourdes sections, ainsi que des machines de découpe et d'autres outils de démontage. Certaines grues peuvent encaisser plus de 100 tonnes sans broncher, pour manipuler une loco ou un gros wagon. Il existe aussi des zones dédiées au tri des métaux, à la récupération des déchets et à la préparation du recyclage. On y retire d'abord les matières dangereuses, comme les huiles ou le carburant, avant de s'attaquer au démontage en lui-même. La première étape consiste à retirer tous les matériaux à risque, carburant, lubrifiants, batteries et autres substances toxiques ou explosives. C'est un travail manuel pour éviter toute contamination et protéger le personnel. Ensuite, on passe au gros du démontage. On enlève d'abord tout ce qui n'est pas structurel, portes, fenêtres, sièges,
câblage. Puis, grâce à de puissantes machines de découpe, on sectionne les plaques métalliques de la carrosserie. Les plus gros morceaux sont tissés par des grues, tandis que les plus petits sont découpés ou broyés. Les locomotives, plus massives, se démontent par étapes. On retire d'abord les composants électriques, les systèmes pneumatiques, les roues, et toute pièce pouvant être réparée ou réutilisée. Ensuite seulement, on découpe la structure métallique avec des chalumeaux et des scies capables de trancher de l'acier bien épais. Une fois le train entièrement mis en pièces, les métaux partent vers des installations spécialisées pour être fondus et transformés. Ce qui peut encore servir est nettoyé, puis refondu pour donner vie à de nouveaux produits. Les métaux issus des vieux trains servent souvent à fabriquer des structures en acier, voire d'autres véhicules. Selon la complexité du train et la quantité de travail, le processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutes les pièces métalliques, des roues jusqu'aux caisses, sont envoyées dans des aciéries, où on les fait fondre pour créer de nouvelles pièces, voire de nouvelles rames. Non seulement ça économise du métal neuf, mais ça permet aussi d'exploiter au mieux les ressources déjà disponibles. Et oui, le métal d'un vieux train peut servir à fabriquer non seulement d'autres trains, mais aussi des voitures, des structures de bâtiments, du mobilier et même des appareils électroménagers. Cela dit, on ne jette pas tout pour autant. Les pièces encore utilisables sont réparées et réintégrées ailleurs. Les systèmes électriques, l'habillage intérieur, même les sièges ou les tables peuvent être remis en état pour équiper d'autres trains ou être recyclés dans d'autres projets. Eh oui! Tu peux parfois retrouver des sièges de train réaménagés dans un aéroport, une gare ou même un hôtel. Quant aux moteurs, ils peuvent parfois servir de base à de nouvelles locomotives ou à des machines industrielles. Maintenant, parlons un peu d'écologie. Quel impact ce recyclage a-t-il sur la planète? Le démantèlement et la refonte des métaux représentent un moyen concret de préserver nos ressources naturelles. Chaque train recyclé, c'est moins de minerais à extraire de la terre. Et ça profite directement à l'environnement. Au lieu de puiser sans cesse dans de nouvelles ressources, on redonne une seconde vie aux matériaux existants. Ça réduit les coûts de production, limite la pollution et freine les émissions de gaz à effet de serre. Grâce aux avancées technologiques, le recyclage des trains devient de plus en plus efficace. On utilise aujourd'hui des méthodes ultra-modernes pour extraire rapidement les matériaux réutilisables et optimiser le démontage des vieilles machines. Par exemple, la robotique permet d'accélérer les opérations, d'améliorer la sécurité du personnel et de gagner en précision. C'est un sacré progrès et ce n'est pas près de s'arrêter. Alors, la prochaine fois que tu vois un vieux train rouillé dans un coin, souviens-toi, il finira peut-être transformé en voiture flambant neuve ou en structure métallique dans un bâtiment, prêt à commencer une nouvelle aventure. Imagine, il faut près de 2 ans, oui, 2 ans complets, pour faire pousser un seul ananas. Et ensuite, à peine 30 secondes pour l'éplucher et le découper en morceaux parfaits. Chaque jour, dans les plus grandes usines du monde, on traite des centaines de tonnes d'ananas. Ils finissent en boîte et parcourent des milliers de kilomètres avant d'atterrir sur ta table. Comment ça se passe exactement? Des immenses plantations jusqu'aux conserves hermétiques. Allons jeter un coup d'œil dans les coulisses d'une industrie qui tourne comme une horloge parfaitement huilée. Les ananas poussent sur de petits buissons,
et ils mettent entre 18 et 24 mois pour arriver à maturité après leur mise en terre. On les cultive généralement sur d'immenses plantations couvrant plusieurs milliers d'hectares. Les producteurs plantent les ananas en rang bien alignés avec des techniques de soins spécifiques. Un système d'irrigation maintient le sol humide, tandis que les engrais minéraux stimulent la croissance. Contre les nuisibles, on utilise des méthodes naturelles ou chimiques selon la région et les normes locales. La mise en place est assez exigeante. Chaque jeune plant doit être correctement positionné dans la terre. On désherbe et on ameublit le sol, parfois en utilisant un film de paillage pour conserver l'humidité et lutter contre les mauvaises herbes. Les ananas ne poussent pas à partir de graines, mais plutôt depuis la couronne du fruit ou des rejets latéraux, que les cultivateurs coupent puis laissent sécher un peu avant de les replanter. Les ouvriers placent ces boutures à la main dans le sol, en gardant un espace d'environ 25 à 50 cm entre chaque plant, selon la variété et la méthode de culture. La récolte de l'ananas. C'est un boulot à la fois complexe et physique. Les fruits ne mûrissent pas tous en même temps, alors les agriculteurs évaluent leur maturité en observant leur couleur et leur taille. La cueillette se fait à la main, protégée par des gants spéciaux et des vêtements couvrants. Les travailleurs utilisent des couteaux ou des machettes pour couper le fruit. Un ouvrier expérimenté peut ramasser jusqu'à 3 tonnes d'ananas par jour. Les fruits sont immédiatement triés par taille et par qualité. Ceux qui partent en conserve doivent être parfaitement mûrs, mais pas trop avancés. Dès la fin de la cueillette, on expédie les ananas vers les usines dans les 24 heures, histoire de conserver toute leur saveur et leur fraîcheur. Allez, voyons maintenant ce qui leur arrive ensuite. Les ananas sont chargés dans de grands bacs en plastique ou des conteneurs, puis transportés par camion ou tracteur jusqu'à l'usine de transformation la plus proche. Dans les régions chaudes, les véhicules sont souvent équipés d'un système de ventilation pour éviter que les fruits ne s'abîment. Une fois arrivés, les ananas passent immédiatement au lavage et à la découpe. On place ensuite les ananas sur des tapis roulants qui avancent sous une rangée de buses à eau. Sous une pression pouvant atteindre 10 bars, l'eau élimine la terre, les résidus et les insectes. Certaines usines utilisent un bain savonneux ou légèrement chloré pour la désinfection, avant de tout rincer à l'eau filtrée. Tout ça dure à peine 30 secondes. Et hop, voilà nos ananas tout propres qui continuent leur route. Des bras mécaniques, équipés de lames ultra affûtées, font en une seconde ce qu'un humain mettrait plusieurs minutes à accomplir. Les couteaux automatisés enlèvent l'épaisse peau piquante d'un geste rapide, ne laissant que la chair juteuse. Des machines spéciales extraient le cœur dur de l'ananas en l'éjectant comme un bouchon. Puis le fruit est découpé en rondelles, en cubes ou en morceaux. La cadence peut grimper jusqu'à 200 tranches par minute. Pour la mise en conserve, la précision est cruciale. Des capteurs informatiques contrôlent la taille et l'épaisseur des morceaux afin d'obtenir un format uniforme. Au bout de cette étape, l'ananas n'a plus son écorce piquante. Juste une pulpe tendre, ultra succulente, prête pour la conserve. Des tapis roulants acheminent alors ces rondelles ou morceaux parfaitement calibrés vers les machines de mise en boîte. Pendant ce temps, d'autres lignes s'occupent d'approvisionner en boîtes métalliques ou bocaux en verre, synchronisés avec le flux de fruits. Des robots ou des pousseurs mécaniques répartissent délicatement la portion exacte dans chaque récipient. Certaines installations utilisent même des vibrations pour tasser les ananas et réduire les espaces vides. On y ajoute ensuite un liquide, sirop sucré, jus d'ananas ou simplement de l'eau, selon le type de produit. Souvent, ce sirop est porté à une température comprise entre 70 et 90 degrés pour éliminer les bactéries et faciliter la fermeture hermétique. Des systèmes à vide chassent les bulles d'air, permettant au sirop de se répartir uniformément entre les fruits. Les boîtes sont alors dirigées vers le poste de sertissage, où des dispositifs rapides posent et verrouillent les couvercles métalliques en créant un vide hermétique. Pour les bocaux en verre, on utilise la technique de scellage thermique.
avec un joint plastique ou caoutchouc qui se soude parfaitement. Une fois scellées, les boîtes sont placées dans des chambres de vapeur brûlante ou passent à travers des tunnels de pasteurisation. La température peut grimper jusqu'à 121 degrés Celsius et le traitement dure entre 5 et 20 minutes. Cette étape détruit les micro-organismes et garantit une longue durée de conservation, jusqu'à 2 ou 3 ans. Après la stérilisation, les boîtes ressortent extrêmement chaudes et leur contenu continue de cuire un peu à l'intérieur. Pour stopper cette cuisson et préserver la texture de l'ananas, on les refroidit sans tarder. Les tapis roulants conduisent les boîtes dans des tunnels de refroidissement, où elles sont aspergées d'eau froide ou ventilées par de puissants flux d'air. Sur certains sites, on les immerge dans de grands réservoirs d'eau contrôlée. Ce refroidissement prend de quelques minutes à une demi-heure, jusqu'à ce que la température des boîtes approche la trentaine de degrés. C'est délicat. Si on les refroidit trop vite, elles risquent de se déformer ou même de se fissurer. Une fois bien refroidies, les boîtes s'apprêtent enfin à revêtir leur style commercial. Elles avancent sur des lignes automatiques où des capteurs vérifient forme et dimension. Des bobines d'étiquettes défilent à toute vitesse et des bras robotisés les appliquent avec précision. Pour les boîtes métalliques, on utilise un adhésif ou un système de thermocollage. Pour le verre, des étiquettes en papier ou en plastique. On imprime ensuite la date de fabrication, la durée de conservation et le numéro de lot, parfois au laser, parfois à l'encre. Si une boîte a une étiquette mal posée ou ne répond pas aux normes, elle est aussitôt mise de côté. Dernière étape avant l'expédition, l'emballage collectif. Les boîtes sont regroupées dans de grands bacs en plastique ou des cartons, généralement par 6, 12 ou 24. Elles traversent des machines d'emballage automatiques qui les enserrent dans un film transparent, bien serré. Les lots volumineux sont empilés sur des palettes en bois, puis enveloppés d'une autre couche de film pour les stabiliser pendant le transport. Des chariots élévateurs robotisés stockent finalement ces palettes dans d'immenses entrepôts réfrigérés avant qu'elles ne partent vers les supermarchés, les restaurants ou nos cuisines un peu partout dans le monde. Et certaines boîtes peuvent voyager sur des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans les rayons du magasin du coin. Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais, et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain, jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge.
Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées dans la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium. En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables. Vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques, ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants,
car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles, et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles, et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques, puis il part à la fonderie où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures. Le transport des composants toxiques et des résidus non recyclables. Eh bien, ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs, eux, suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. « 2 milliards de tonnes de déchets chaque année. Imagine un instant. C'est comme 500 000 tours Eiffel, mais faites de bouts toxiques, de cocktails chimiques et de vieux sacs plastiques. Et tout ça, ça ne traîne pas dans un coin. Non, ça part pour un voyage complètement dingue. Aimants géants, bains chimiques, fours brûlants, et même des bactéries qui bouffent au le plastique. Oui, c'est du vrai. Prépare-toi, on plonge dans un monde où même la merde est triée par catégorie.
et tu ne pourras plus décrocher. Tout commence quand, quelque part dans une aciérie, quelqu'un a un peu trop chargé la dose. Résultat, une dizaine de tonnes de scories inutilisables. Ou dans un labo, on a renversé un peu d'amour. Et paf, un baril de produits toxiques capable de dissoudre une grenouille. Tout ce bazar part en traitement. Le tri des déchets industriels, c'est comme un marathon pour les costauds. Avec la patience d'un lézard de montagne. Une benne arrive, pleine de trucs colorés, crades, puants, avec une texture franchement suspecte. Maintenant, les pros doivent comprendre ce que contient ce smoothie et où l'envoyer. Selon la Banque mondiale, chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de déchets industriels arrivent dans les centres de traitement. Et environ 30 à 40% doivent être triés à la main ou par des machines ultra précises. Première étape, contrôle qualité à la main. Des ouvriers en combi choisissent ce qui ne peut pas être recyclé ou ce qui est dangereux. Piles, bidons toxiques, produits explosifs. Oui, ça arrive. Environ 15% de tous les déchets sont triés à la main avant tout automatisme. Un seul opérateur peut trier jusqu'à 2 tonnes de déchets par shift selon le type de matos. Ensuite, les machines prennent le relais. Des aimants géants récupèrent le fer et l'acier. Des séparateurs à induction attrapent les métaux non ferreux. Des scanners optiques à infrarouge ou ultraviolet traitent le plastique, le bois, le verre. Des séparateurs à air soufflent les déchets légers d'un côté, les lourds de l'autre. Tu veux séparer une plume et un écrou? C'est là que ça se passe. Puis viennent les tamis vibrants. Ils filtrent les petites particules comme une passoire à farine, mais version chimique et métallique. Les chaînes modernes de tri peuvent gérer jusqu'à 100 tonnes par heure. Les plus grandes usines, plus de 700 000 tonnes par an. Parfois, avant le tri, on fait une analyse express. Acidité, toxicité, composition. Parce que si tu crois voir une vieille vis rouillée, mais que c'est en fait un bout d'uranium, tu risques d'aller saluer Saint-Pierre. Environ 5 à 7 lots de déchets sont recalés ici comme ultra dangereux et isolés ou envoyés pour destruction spécialisée. Et là, la magie commence. Les métaux sont envoyés à la refonte. Et là, c'est un vrai concert de métal. Dans les fours, il fait jusqu'à 1500 degrés. C'est ce qu'il faut pour faire fondre l'acier, le fer, le cuivre ou l'aluminium. Tu veux y poser ton café? Il s'évapore avant que tu le serves. Dans ces énormes fours, on jette des tonnes de ferraille et on obtient une masse incandescente qui donnera naissance à des tuyaux, des poutres, des pièces d'auto, voire des électroménagers. C'est un processus ultra énergivore, mais super rentable, car environ 95 métaux sur 100 peuvent être recyclés sans rien perdre de leur qualité. Donc ce vieux boulon rouillé d'un pont. Demain, il sera peut-être dans une voiture électrique. C'est ce qu'on appelle la réincarnation métallique. Et les déchets chimiques? C'est ce qui reste quand un chimiste dit « Oups ». Des acides, des solvants, du pétrole, de la peinture, des réactifs. Ça pue, et ça peut foutre en l'air tout un écosystème. D'une tonne de produits toxiques, on peut tirer jusqu'à 700 kg de résidus inoffensifs, qui seront soit enterrés, soit utilisés comme charge technique. Le reste, on le scelle, et on le range bien loin, comme une vieille rancune.
Un sac plastique vit quelques minutes dans ta main et 5 siècles dans une décharge. C'est un criminel déguisé en emballage. Chaque année, on utilise plus de 5000 milliards de sacs dans le monde et la majorité finit n'importe où sauf au recyclage. Recycler le polyéthylène? Une vraie galère. D'abord, il faut les récupérer. Et ils sont partout. Accrochés aux arbres, dans les rivières, sur la tête des pigeons. Ensuite, tri par type de plastique, lavage, séchage, broyage. Le tout devient une sorte de poussière plastique qu'on fait fondre à 170 à 250 degrés Celsius pour en faire des granulés. Ces granulés deviendront de nouveaux sacs, des tuyaux ou des bancs de parc. Mais la réalité est brutale. Moins de 10% du polyéthylène mondial est recyclé. Conclusion, mieux vaut un sac utilisé 20 fois que 20 sacs jetés après une fois. Car même dans une deuxième vie, ce sac peut finir coincé dans un arbre. Au même endroit, on recycle aussi les bouteilles en plastique. Une palette géante, emballée dans du film plastique, avec des dizaines de milliers de bouteilles écrasées, ressemble à un monstre cubique né des déchets. On la pose sur un tapis roulant. Et là, le show commence. La machine découpe l'emballage. Les bouteilles dégringolent, comme une avalanche. Le bruit? Un croisement entre une machine à pop-corn et le pupitre de contrôle d'un vaisseau spatial. Ensuite, broyage. Des lames puissantes découpent les bouteilles à une vitesse folle, jusqu'à 500 kg par heure. Le plastique craque, gémit, parfois crache encore du soda ou du jus de fruits. Puis, direction la grosse douche, bain d'eau chaude, bulles, mousse, nettoyage. Et enfin, tout ça part en granulation, début d'une nouvelle vie en banc, en veste ou en pièce d'auto. Pendant que le plastique classique met 500 ans à disparaître, les bio-ingénieurs se sont dit « Et si on le faisait en quelques jours ?» En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie, Ideonella sakaiensis, qui produit des enzymes capables de digérer le plastique. En labo, ce processus prend entre 6 heures et quelques jours et laisse une matière réutilisable, voire compostable, car elle est déjà presque organique. Dans les années 2020, on a mis la gomme. On a créé des enzymes artificielles encore plus rapides, résistantes à la chaleur, prêtes pour l'industrie. En France, l'usine Carbios a été construite pour lancer le recyclage enzymatique des bouteilles plastiques à grande échelle. Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication
ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés, parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'ils refroidissent. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication des roulements. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont, petit à petit, donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1/1000 de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux.
La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. »